Vous le savez, ici on parle vélo sous toutes ses formes. Alors si je vous disais qu'il existe en France une fédération qui vous fait vivre cette passion toute l'année partout en France. La Fédération Française de Cyclotourisme, FF Vélo, à ne pas confondre avec la FFC. C'est plus de 110 000 adhérents, 3 000 clubs sur toute la France et des milliers d'événements pour tous les styles, toutes les pratiques et surtout celui du plaisir de rouler sans compétition mais avec passion. Que vous soyez déjà dans un club ou que vous rouliez entre amis le week-end, sachez qu'il est très simple de créer votre propre asso et de rejoindre la fédération. En vous affiliant, votre asso et ses membres bénéficient d'une couverture adaptée et vous êtes couvert en cas d'accident, qu'il soit dans le cadre d'une sortie groupée ou même en solo. Cela vous garantit une tranquillité d'esprit lors de vos sorties tout en offrant un cadre sécurisé pour organiser vos événements avec le soutien de la fédération. Alors que vous soyez 5, 10 ou 20 à rouler ensemble, créez votre association, c'est simple, accessible et cela peut tout changer. D'ailleurs, du 3 au 10 août à Orléans, FF Vélo organise la semaine fédérale, 8 jours de vélo et de fête avec des parcours route, VTT et gravel ouverts à toutes et tous. Et pour les amateurs de défis, il y a aussi la cyclo-montagnarde, 200 km, 4000 mètres de dénivelé, un véritable challenge. La Fédération Française de Cyclotourisme, c'est le vélo pour tous, avec tous. Toutes les infos sur le site ffvélo.fr. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Tous en Selle. Alors le podcast, vous connaissez, mais est-ce que vous connaissez le festival ? Le festival Tous en Selle lance sa 6e saison le 11 novembre. Pour savoir si une date est proche de chez vous, je vous invite à vous connecter sur le site tousencelle.eu et vous trouverez forcément puisqu'il y a plus de 50 dates à travers la France et même en Europe. Pour ma part, je serai présent le 28 novembre au Grand Rex à Paris. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai comme co-animateur Loïc. Salut Loïc. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Alors quand Loïc est avec nous, on va parler cyclisme, on va parler coaching et nous allons aborder aujourd'hui un sujet fondamental pour tous les cyclistes, qu'ils soient professionnels, amateurs, voyageurs à vélo, c'est aussi intéressant, qu'est la FTP. Alors qu'est-ce que veut dire la FTP ? C'est une mesure clé qui détermine l'intensité maximale qu'un cycliste peut soutenir sur une période prolongée. Donc, on va vous expliquer ce qu'est exactement la FTP, pourquoi elle est si cruciale pour un cycliste, un ultra-cycliste même, pourquoi pas, comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour améliorer ses performances sur des épreuves courtes, de cyclosportives même, voire même de longue distance. Bref, à travers cet épisode, nous allons explorer la théorie, mais aussi les applications pratiques pour augmenter, performer au niveau de sa FTP. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet, Loïc, en te demandant, mais donne-moi une définition de qu'est-ce que la FTP, ces trois lettres qui sont si importantes dans le monde du cyclisme d'aujourd'hui. Alors, de façon très vulgaire, dans la définition la plus simple, c'est et celle qui est utilisée la plupart du temps, c'est la puissance, l'intensité que tu peux tenir sur une heure. Alors ça, c'est la façon dont on définit. Sans s'épuiser. C'est-à-dire que oui, effectivement, tu peux tenir la puissance maximale que tu peux tenir sur une heure. C'est-à-dire sur une heure, ce que tu peux faire au maximum. Malheureusement, cette définition est fausse, mais c'est celle qu'on utilise le plus souvent. Alors, quelle est la bonne définition ? Parce qu'en fait, cette FTP, elle a soi-disant comme objectif de déterminer ce qu'on appelle le deuxième seuil ventilatoire, qu'on appelle le seuil lactique. Alors, pour faire très simple, ça correspond au moment où la production de lactate explose dans l'organisme. C'est-à-dire qu'en fait, l'effort est si intense que le corps produit des lactates pour suppléer l'utilisation des glucides et de l'oxygène. Donc, c'est-à-dire que vous commencez à avoir une dette d'oxygène qui va vous amener à ce qu'on appelle la VO2 max, au maximum que vous pouvez utiliser l'oxygène. Et ça, c'est la définition scientifique de FTP, mais qui est fausse aussi parce qu'en fait, cette valeur-là correspond pas forcément au seuil lactique et notamment souvent elle est souvent un peu au-dessus. Enfin, peu importe, ça c'est un on va rentrer dans les détails. Mais ce qui est important, c'est la définition sur une heure. Pourquoi ça fonctionne pas ? Parce qu'en fait, ça dépend des gens. Il y a des gens, c'est une moyenne les 1 heure. Il y a des gens qui vont tenir moins d'1 heure, la plupart du temps d'ailleurs.
Je pense que de mon expérience, entre 40 et 45 minutes, c'est ce que un cycliste amateur débutant ou de ce que tu peux constater avec tes coachés va tenir. Voilà. Après les 1 heure, c'est vraiment quand on arrive à des gens qui font du vélo depuis plus longtemps et qui ont un entraînement structuré depuis un moment. Et parfois, c'est plus d'1 heure comme chez certains professionnels. Donc de ce fait, la FTP, c'est pas vraiment la puissance qu'on tient sur 1 heure, ça dépend. Et donc son calcul, on en parlera après, dépend aussi de cette définition. Et donc vous allez voir que le calcul amène aussi à faire des erreurs. Et donc on utilise cette FTP, donc cette valeur de référence, pour après déterminer les zones d'intensité pour s'entraîner. On va rentrer dans tous ces détails. Alors, la FTP se mesure en watts. Hein. C'est les fameux puissance, watts par kilo, watts normalisés. Enfin, il y a différentes... C'est pour ceux qui c'est le pendant de la PMA. Voilà, la PMA, c'est la valeur qui correspond au VO2 max, c'est-à-dire au moment où vous ne pouvez pas utiliser plus d'oxygène pour produire un effort. Et donc, c'est cette valeur-là. Et la FTP, c'est par définition... la valeur qui correspond au seuil lactique. Donc c'est une valeur physiologique en deçà du VO2 max. Alors comment, j'imagine que les gens qui nous écoutent se disent ok, c'est très bien, maintenant je sais à quoi ça correspond quand on parle de watts en regardant des grandes classiques ou des grands tours ou des courses professionnelles, ou même quand j'entends des discussions dans un café vélo ou dans une boutique de marchand de cycle, je saurai à quoi ça correspond, mais comment est-ce qu'on mesure? C'est-à-dire que les personnes qui nous écoutent, qui n'ont aucune notion ou qui ne savent même pas quel est leur FTP, et que ça interpelle et qui se disent moi j'aimerais bien savoir ma FTP, comment est-ce qu'on la mesure de manière la plus précise possible et quels sont les tests spécifiques qu'il existe? Alors on la mesure avec un appareil de mesure qu'on appelle un capteur de puissance qui peut se situer soit dans le pédalier, soit sur la pédale. Je ne sais pas si ça existe encore dans le moyeu de la roue arrière, mais il y avait aussi ce protocole-là, ce matériel-là, ou alors dans la manivelle. Donc sans capteur de puissance, on ne peut pas faire de FTP. Et alors après, même si tu fais un test ailleurs dans un cabinet, dans un centre, bref, et que tu as ta FTP, si tu n'as pas de capteur de puissance, ça ne te servira à rien. Alors le capteur de puissance, il peut être aussi dans le home trainer, mais il faut un outil de mesure. Et il faut que cet outil de mesure soit le même à chaque fois, il soit reproductible. C'est le mot qu'on utilise. C'est-à-dire que si vous faites ça dans un laboratoire sur un ergomètre avec un capteur de puissance, vous ne pourrez pas utiliser la valeur chez vous si vous avez un capteur de puissance. Voilà, ça c'est très important parce qu'il faut que l'appareil de mesure, sauf quand c'est des appareils de mesure de très haut de gamme, où là la précision est inférieure à 1%. Dans tous les autres cas, souvent les marges d'erreur sont de 3%, et d'un appareil à l'autre, 3%, ça peut faire une grosse différence. Donc il faut toujours que l'appareil de mesure en tout cas la mesure soit reproductible, et donc d'utiliser toujours le même appareil de mesure. Ce qui veut dire que si je fais mon test sur Zwift par exemple, ou à une autre plateforme, et que je suis sur mon vélo connecté, ou sur mon vélo, mais la roue arrière sur un appareil home trainer connecté, et que mes séances d'entraînement, je les fais en extérieur, il y a un delta. Il faut jamais, voilà, il faudra reprendre les valeurs dans les conditions du test, de l'expérience. Oui, du test. Ouais. Intéressant. C'est ça. Et c'est pareil, si vous avez un home trainer connecté, mais sans capteur de puissance dedans, parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est ça. Et que vous êtes sur la plateforme Zwift, vous avez une estimation de la puissance par rapport au parcours, et ça c'est pas quelque chose de fiable, c'est pas reproductible, donc ça c'est pas quelque chose que vous pouvez utiliser. C'est difficile en même temps de faire un test en extérieur, je dirais aujourd'hui. Alors avant, peut-être qu'on faisait comme ça, mais depuis que les home trainers connectés sont arrivés, aujourd'hui c'est quand même bien plus pratique de faire un test. Parce que moi je te parle de test, notamment celui de 20 minutes, où tu es 20 minutes au maximum de ce que tu peux donner pendant 20 minutes. C'est pas reproductible en extérieur, ce genre de choses. On va dire pour la plupart des gens non, parce que le test. Ou alors c'est en boss. Et voilà, il faut qu'il se fasse sur une montée de 20 minutes, c'est pas accessible à tout le monde. Ça, on est d'accord. Donc sur l'home trainer. Ça dépend de la région dans laquelle tu habites, mais la plupart du temps c'est fait sur home trainer. Et donc le test, le test de FTP, on pourrait faire une heure à fond, mais c'est quelque chose qui est très difficile en termes d'engagement mental. Et donc du coup, il y a un protocole qui consiste à faire
Alors, il y a un vrai protocole et un protocole dérivé qu'on utilise parce que c'est encore plus simple, c'est de faire 20 minutes à fond et d'estimer la FTP en fonction d'un pourcentage. Mais là, vous allez bien comprendre que ce pourcentage, il varie en fonction des gens. Alors, dire que ma FTP, elle est à 98% de mon test 20 minutes, c'est un raccourci que je ne vous invite pas à faire. C'est bien plus complexe que ça. Et ça, c'est sur le test 20 minutes, c'est-à-dire 20 minutes à fond. Mais en fait, le vrai test de FTP, comme a été décrit par son inventeur, c'est pas du tout comme ça. C'est tout un protocole d'échauffement dont un 5 minutes à bloc, puis à la fin 20 minutes à fond. Mais voilà. Voilà. Aujourd'hui, notamment par la plateforme Swift, on fait tout. Enfin, la plupart des gens font des tests 20 minutes pour déterminer cette valeur-là, qui encore, et je le répète, qui est une valeur très approximative, et il y a bien d'autres méthodes aujourd'hui bien plus précises pour déterminer lesquelles, ces par zones exemple d'intensité. Parce que la puissance critique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fiable du fait de son modèle algorithmique, qui permet de déterminer. Et comment tu la calcules? Alors, c'est la puissance critique par définition. La définition biologique, c'est la puissance, sans parler de rendement musculaire, c'est la puissance que tu pourrais tenir indéfiniment. C'est-à-dire où l'équilibre de consommation oxygène, substrat énergétique, glucides, lipides, protéines se fait de façon optimale, homogène, sans fluctuation. Dans la pratique, c'est pas comme ça. Et donc, du coup, quand vous déterminez ce qu'on appelle un potentiel de puissance record de chaque individu, donc c'est-à-dire son profil de puissance record, vous allez avoir une forme de courbe qui fléchit fortement, puis plus le temps passe entre l'intensité et le temps, plus elle s'aplatit. Et en fait, la puissance critique correspond au moment où ça commence à s'aplatir. C'est ce qu'on trouve sur Strava, notamment quand tu fais l'entraînement, tu as ces courbes à disposition. Effectivement, voilà. Tu peux regarder combien tu tiens, 15 secondes, 20 secondes. Exactement. Et en fait, avec un test 3 minutes all out à fond et 12 minutes à fond, on peut déterminer via un calcul mathématique la forme de la courbe, la pente de la courbe, et donc déterminer qu'est la puissance critique. Il suffit d'après de compléter, si on a des doutes, avec 2-3 autres tests, 7 minutes ou 20 minutes, et là vous avez quelque chose de très précis. Et ça vous permet là de déterminer avec beaucoup plus de précision, parce que le calcul est indirect, mais beaucoup plus proche de la biologie, de la physiologie, des zones d'intensité plus proches de la réalité. Et qu'est-ce que tu conseilles sur ça, Loïc, toi? Un test de FTP, il faut en faire tous les combien? Est-ce qu'on le fait une fois par an, début d'année, en fin d'année, en milieu de saison, pour juger quel est le rythme à laquelle on doit faire un test FTP, justement, pour soit mesurer sa progression, soit juste avoir un indicateur? Alors, ce genre d'évaluation, elle se fait, ça dépend toujours de l'objectif que vous avez dans la pratique du vélo. Je sais pas toi si t'en as fait déjà plusieurs dans une même saison, mais généralement c'est 3-4. Alors 3-4, c'est... T'en fais un au début de saison, donc c'est en préparation hivernale. Tu peux en faire un au milieu de la préparation hivernale pour voir la progression. Tu vas en faire un à la fin, à la sortie. Puis après, à la saison qui commence, et généralement t'en fais un en période estivale pour voir le niveau de fatigue, et voir. Faut pas oublier que la progression, elle se fait à l'entraînement, et quand la saison commence, que ce soit la saison de cyclo, la saison de course pour les coursiers, ou la saison d'ultra, ou pour les gens qui commencent à faire plus de bandes dès qu'on passe l'heure d'été. La progression, les entraînements sont moins spécifiques, on met plus de place, la récupération prend plus de place, et dans ces cas-là, la progression est souvent nulle, voire pas voire inversée. Et donc du coup, il est intéressant d'en faire un vers l'été pour voir exactement à quel niveau vous situez, est-ce que vous avez besoin de vous reposer ou pas, quoi.
Bon, ça c'est intéressant. En tout cas, tous les gens qui nous écoutent, voilà, si vous avez un capteur de puissance et que vous ne l'avez jamais optimisé ou utilisé, ben, sachez que vous pouvez faire un test de FTP qui vous permettra ensuite d'avoir des zones derrière et de pouvoir travailler. On va rentrer dans le détail. Quel est ta FTP, Loïc? Wow. La dernière fois que tu l'as mesuré. J'en sais rien, mais c'est là aujourd'hui, j'en sais rien. Mais j'ai déjà eu, je suis déjà monté à 365 ça envoie, sur là. une heure. En plus, elle avait été estimée, je l'avais reproduit en course. Donc j'avais fait sur une course 1 heure à 365 tout seul en échappée. Mais bon, moi à l'époque je faisais 83 kilos. Donc il faut toujours mesurer avec le poids. Hein, c'est de la puissance. Quand on veut comparer c'est la puissance d'un individu à l'autre, il faut la ramener au poids. Alors ça c'est intéressant. À ce qu'on appelle un étalon. Donc souvent vous allez voir dans les magazines. Des watts pas par dans kilo. les magazines. C'est ça la référence en fait, c'est watts par kilo. C'est là que tu peux comparer entre quelqu'un qui fait un 90 ou alors tu rapportes tes 365 à un étalon. Et l'étalon qui est utilisé, c'est 70 kilos. Voilà, aujourd'hui, il y a plein de calculs qui sont faits là, pendant le Tour de France. Oui, on est à 450 sur la montée de watts d'Otakam en étalon. C'est 450 watts rapportés à 70 kilos. La personne, si elle fait 60 kilos, c'est beaucoup moins. Ouais. Non, mais ça, c'est intéressant. Qu'effectivement, la FTP, elle est très personnelle, mais aussi, après, tu peux la ramener en watts, mais en watts par kilo, qui permet de comparer d'un individu à un autre. Sinon, ça signifie effectivement. Plus vous avez forcément de masse musculaire et plus vous développez de puissance. Mais 360, oui, ça devait envoyer du lourd. Alors, ensuite, je fais la transition sur l'utilité de la FTP, mais c'est intéressant de ce que tu venais de dire, c'est que les pros, notamment les grands champions, Vingegaard, Pogačar, Van der Poel, et autres magiciens, eux, ces gens-là tournent à combien de watts par kilo alors, ou de FTP? C'est très intéressant. Et comment ils l'utilisent, c'est surtout ça. C'est-à-dire comment ils l'utilisent en course, parce que c'est bien de savoir l'entraînement pour progresser. Mais toi, tu disais tout à l'heure que tu as reproduit ta FTP en course pendant 1 heure, mais on se souvient tous des images de la Sky, hein, qui a quand même introduit énormément de data dans le sport cycliste, de voir toujours le nez sur le compteur, tu vois, et voilà. Comment est-ce qu'ils l'utilisent vraiment? Alors déjà pour redonner des chiffres, des exemples, je pense que en watts étalon, c'est-à-dire pour quelqu'un qui fait 70 kg, les meilleurs au monde, ils doivent se situer entre 470 et 480 watts à l'heure. Ce qui est... Alors je mets pas Pogačar là-dedans, je te parle de façon générale. Par exemple, Van der Poel, je pense que il doit être dans ces eaux-là sur 1 heure à fond, sur un contre-la-montre. Je sais que Remco, en watts étalon, il est pareil entre 450 et 460, ce qui est monstrueux. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un fait 80 kg, on est au-delà des 500 watts. Voilà, c'est pour donner un exemple. Après, au niveau après, il y a les magiciens, comme tu les appelles. Donc là, ils sont à des années-lumière de tout ça. Eux, ils sont capables il faudrait que j'ai une calculatrice là, mais ils sont capables de tenir, par exemple là sur le Tour de France, des valeurs sur 35 minutes autour de 450 watts étalon après 5 heures de vélo. Donc, te donner, alors, je ne saurais même pas se dire comment Vingegaard et Pogačar, à combien ils sont, il faudrait une calculatrice. Mais je crois qu'on ne les connaît pas d'ailleurs, leurs data. En tout cas, Pogačar ne révèle pas ses data. Mais là, tu vois, à Otakam et au plateau de Bay l'année dernière, et là sur le Dauphiné, il a fait les 3 mêmes performances. Il était à 450 watts étalon entre 30 et 40 minutes. Donc on peut à peu près estimer. Oui, avec le poids, je sais qu'il y a toujours des personnes qui calculent ça, et qu'en fonction de la durée de la montée, de l'ascension et du poids du coureur, ils arrivent à déterminer le watt par kilo. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est très facile d'estimer sur les montées. Alors sur du plat, c'est trop compliqué parce qu'il y a la notion d'aérodynamisme. Oui. Par exemple, aujourd'hui, on est incapable d'estimer la performance de Remco sur un contre-la-montre parce qu'il a un CX, donc un aérodynamisme hors norme. D'accord? Donc il est en deçà de tout ce qui a déjà existé en vélo par rapport à sa morphologie et la symbiose qu'il fait avec son vélo. Mais en montée, aujourd'hui, il est très simple parce que à partir du moment où vous connaissez le poids, le vent, la vitesse du vent, la pente, la température, vous pouvez déterminer avec précision
à 1%, 2%. Le temps. Le temps qu'ils vont mettre et la puissance qu'ils ont mis. Moi, je me souviens. Et en plus, aujourd'hui, il y a des Strava. Et donc, en fait, il y a des coureurs pro qui produisent. Donc, il suffit de prendre le temps. En plus, vous pouvez corréler vos calculs avec les autres. Vous voyez? Donc, là, par exemple, pour Otakam, il y a Vauclin qui a mis sa puissance. Il y a aussi l'Américain, je crois que c'est un Américain, là, celui qui est 4e. Je sais plus comment il s'appelle. Qui a mis sa puissance. Et donc, du coup, les calculs, ils sont précis, en fait. Ils peuvent pas se tromper. Donc aujourd'hui, quand vous voyez les gens qui calculent, ils disent ouais, mais comment ils peuvent savoir? Mais en fait, c'est très simple à faire. Il n'y a pas besoin de l'appareil de mesure. Sur une montée, sur du plat, ou parce qu'il y a eu du drafting, c'est-à-dire que vous êtes derrière quelqu'un, c'est différent. D'accord? Mais par exemple, au Otakam, quand Pogacar il attaque du bas jusqu'en haut, là c'est simple. Vous savez exactement combien il a produit. Il n'y a pas de... Ouais, c'est scientifique, c'est mathématique, avec une formule on arrive à savoir, mais moi je me souviens, par rapport à ce que tu dis, je me souviens d'une interview de Romain Bardet il y a 3 ans, qui, exactement ce que tu viens de dire, disait que dans son équipe, en fonction des conditions météo, ils étaient capables de savoir à 30 secondes près quel allait être le temps de l'ascension. Donc dans l'équipe, ils étaient capables de dire toi tu vas mettre à peu près 43 minutes et 20 secondes, toi tu vas mettre 57 minutes, donc attention au délai. Toi tu peux performer, tu peux faire 34. Enfin bref, ils sont capables aujourd'hui de dire ça. Et je pense que tout le monde l'utilise. Mais là on va arriver, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, sur l'utilité de la FTP. Ma question c'est aujourd'hui, j'ai une partie de la réponse, mais j'aimerais avoir ton avis dans la stratégie des coureurs. On parle des professionnels, mais aussi des amateurs qui font une cyclo-sportive. Moi, je pense aux amateurs dont l'objectif pour eux, c'est la cyclo des 3 ballons ou la cyclo en Bourgogne ou en Provence à Alpes-Côte d'Azur. C'est l'objectif de l'année. Est-ce qu'ils peuvent utiliser cette FTP, donc ce dont on parlait tout à l'heure, dans soit leur attaque, c'est-à-dire je vais produire une attaque, voilà ce que je peux maintenir sur tant de temps, ou l'ascension d'un col, voilà à quelle puissance je dois me mettre, parce que l'ascension fait tant de kilomètres, je dois à peu près mettre tant de temps. Est-ce que la FTP permet ce genre de choses? Est-ce qu'elle est utilisée par les professionnels? Elle doit être utilisée par les amateurs? Quel est ton avis sur ça? Alors, il faut bien comprendre le principe physio de tout ça. C'est-à-dire que au-delà de ce seuil lactique, donc on va dire qu'on imagine que dans le monde idéal, la FTP correspond à ce seuil, parce que la mesure, elle est parfaite. Voilà. On va dire que vous avez fait un test que vous aviez validé sur 1 heure, c'est-à-dire que sur le test, vous êtes aperçu que tout ce que vous faites au-dessus de cette intensité, cet indicateur, c'est comme si vous brûliez votre batterie. C'est-à-dire que plus vous avez passé de temps au-dessus, plus vous allez avoir moins d'énergie à la fin. Donc plus tu rapproches le fait que les jambes te brûlent, en gros, quoi. Ah ben c'est-à-dire qu'en fait, plus vous allez vous rapprocher de votre capacité maximale. Donc en fait, quand on fait une cyclo, quand on fait une course de vélo, tout est dans l'art de reproduire, d'aller de moins en moins souvent au-dessus de cette zone-là et d'être tout le temps en dessous. Donc ça veut dire être malin quand on a le placement, bien réfléchir quand on attaque. Il va falloir attaquer et puis penser que cette attaque-là après elle va me coûter à un moment donné. Pour une cyclo, c'est ça. Si je pars et que je monte le premier col au taquet pour suivre le train et que ça dure 30 minutes, dites-vous, si la cyclo a dure 7 heures, que ça vous manquera à la fin. Donc, c'est souvent ça, les cyclos aujourd'hui, maintenant, la politique, c'est un petit peu mais c'est aussi avec la réglementation, c'est de mettre une bosse dans les 20 premières minutes pour dispatcher le groupe de 500 ou de 3000 personnes, bref, mais que ça soit que des petits paquets. Et effectivement, tu te mets dans le rouge rapidement, et ça, c'est une question que je voulais évoquer. Est-ce que tu pars, donc là, t'es une cyclo, une course ou une sortie, et puis que sur ton compteur, tu vois que t'es sur un segment, puis t'as envie de battre ton PR alors que t'es parti depuis 20 minutes. Est-ce que si tu te mets dans le rouge tout de suite, est-ce que derrière, est-ce que ça vient pas un petit peu étouffer toute ta sortie, tu vois, un peu bloquer toute ta sortie si trop tôt tu vas au-delà et de manière très forte, ou est-ce que tu régénères dans le temps? Alors, tu vas pouvoir régénérer dans le temps, notamment par l'alimentation, en apportant des glucides, par le fait que naturellement, tes stocks de glycogène, c'est ta batterie, c'est ça, c'est ton stock de glycogène. Quand tu es au-dessus du seuil lactique, là, tu dépenses plus que ce que tu peux régénérer. Tu vois, et le stock, il est à peu près
on va dire, sur la FTP 1 heure. Voilà. Au-delà, moins. Voilà. Donc, tout est dans l'art d'être en dessous pour régénérer. OK. Mais si vous êtes trop proche, vous régénérez presque pas. Si vous êtes loin, vous régénérez plus. De bien s'alimenter. Et après, pour répondre à ta question à cette séance d'entraînement, tout dépend de ton objectif, en fait. Tu peux avoir comme objectif de travailler dans cette zone-là pour augmenter ton temps de soutien. Par exemple, tu sais que tu as fait une théorie, tu as calculé que ta FTP elle est de 300 watts, mais en fait, tu t'aperçois que tu la tiens que 35 minutes. Voilà, donc ton objectif, c'est d'augmenter ce temps de soutien. Donc, tu peux travailler dans cette zone-là et tu peux commencer comme ça, faire une pause et refaire à la fin, tu vois. Donc, tout dépend de ton objectif. En tout cas, en termes de stratégie, si vous êtes dans une course, plus vous êtes au-dessus, plus vous prenez le risque de perdre de l'énergie. Et là, il y a eu l'étape du Tour, qui était un chantier monumental, comme souvent ces dernières années. Il y avait 5 cols. Les 2 premiers, ils étaient plutôt faciles. Et après, il y avait le col des Prés, je ne sais pas si tu connais, qui est très dur, Cornet de Roseland, et à monter vers la Plagne. Et en fait, tout était dans l'art de gérer les 2 premiers, parce qu'en fait, dans ces cycles-là, ça part à fond, tu vois. Donc, si tu partais à fond, quel que soit le sas. Moi, j'en avais beaucoup qui étaient sur la course. J'ai eu tous les scénarios. Il y en a qui sont partis au-dessus ou trop proches de ce seuil-là. Au bout de Col des Prés, il arrivait au bout de 2h30, 3h. Au Col des Prés, c'était rideau. Donc après, ils ont jusqu'au bout, quoi. Après, il y en a, ils ont été plus prudents. Et ils ont gardé leur réserve pour les 2 derniers, pour Roseland et la montée de la Plagne. Et eux, ils l'ont vécu différemment, tu vois, parce que la montée de la Plagne, c'était beaucoup plus facile. Donc, c'est cette valeur-là, si elle a une utilité, c'est ça. C'est pour la gestion de course. Beaucoup plus que pour déterminer les zones d'intensité. Parce qu'en fait, à partir de là, tu vas dire, ma zone 1, ma zone 2, donc tout ce qui est endurance de base, c'est 75%. De temps de watts à temps de watts. C'est 75% de ma FTP. Mais en fait, ça veut rien dire. Parce qu'en fait, ça peut être 70, ça peut être 80, ça dépend des gens, en fait. Parce que cette valeur-là, elle est déjà individuelle. Donc, on peut pas la généraliser. Non, tu peux pas la généraliser, mais par contre, quand tu la connais, ça te permet de déterminer tes zones et de te dire, quand je vais faire un entraînement, si je suis à tant de watts, là, je suis dans une zone de confort. Ouais. Si je suis à tant de watts, là, par contre, je travaille telle zone parce que je suis au-dessus. Mais c'est pas la FTP qui doit être la valeur de référence pour déterminer ces pourcentages de zones. La puissance critique, vue par le calcul mathématique, te permet d'avoir des beaucoup plus précis. Intéressant. Et qu'est-ce qui permet d'optimiser cette FTP? Ma question, c'est que est-ce que habituellement je suis à 80 tours minute, et si en cadence je me mets à 90 tours minute, est-ce que la cadence permet d'optimiser la FTP? Est-ce qu'on peut un peu tricher, tu vois, pour augmenter la FTP? Ou pas du tout. C'est une valeur, tu peux être à 80 tours minute ou à 110 tours minute, ta FTP sera la même. Après, faut la soutenir, hein. 110 tours minute, il faut le tenir. Mais ma question, c'est est-ce qu'on peut avoir d'autres métriques qui permettent, quand je dis métriques, c'est pulsations, c'est cadences, d'augmenter ça? Alors, si tu veux produire de la puissance sur un temps court, il est important de mettre de la cadence. C'est beaucoup plus facile. Ça, c'est une certitude. Par contre, sur 1 heure, c'est plus compliqué quand même. Tu vois, c'est pour ça que je dis faut le tenir. C'est pour ça que moi, quand je vois des grands magiciens, comme je les appelle, qui sont capables de tenir des cadences incroyables. Alors après, on ira sur un épisode avec JP sur la longueur des manivelles, qui a joué énormément sur la cadence ces dernières années. Mais il faut tenir, il faut être en capacité physiologique de soutenir un tel effort. Mais peut-être que sur un instant un peu plus court, une cadence plus élevée peut améliorer ta FTP. Alors, ta puissance en tout cas, pas ta FTP, mais sur quelques minutes. Mais est-ce qu'il y a, sur le moment, quand vous faites 1 heure à bloc, est-ce qu'il n'y a pas de magie en fait? Et puis la cadence, elle est très individuelle aussi à ce moment-là. Il y a des gens qui seront très à l'aise à 80, d'autres qui sont plus à l'aise à 90. Les gens qui nous écoutent, je pense que beaucoup connaissent leur cadence de pédalage de confort, on va dire. En plus, ça dépend en plus de la pente. Voilà, tu vois, moi, sur le plat, j'aurai une meilleure cadence
n'importe qui aura meilleure cadence qu'en montée, mais dans la montée, en fonction de la pourcentage de pente, je serai plus à l'aise à 70, à 75, à 65 en fonction si je suis à 5, 6, 10%, tu vois. Là, tu parles de ça, je fais une parenthèse, mais je suis toujours surpris quand je suis en voiture et que dans une ascension, dans un col ou autre, et que je double des cyclistes et que je vois leur cadence. Je suis toujours surpris que certaines personnes ont l'audace d'aller dans des cols, alors que physiquement, on le voit qu'ils ne sont pas en forme physique du tout et qu'ils subissent la pente avec une inertie qui est nulle. Avec une cadence de pédalage de 50 ou de 60, c'est un enfer. D'ailleurs, à l'étape du Tour, ça a été un problème. C'est un enfer. Sur la dernière montée, il y en a plein qui sont arrêtés ou qui montaient à pied sur la montée de la plaque. Mais c'est pas un problème physique, c'est un problème de matériel. Oui, ils n'ont pas les bons braquets. Non, ils n'ont pas les bons braquets, c'est clair. Et aujourd'hui, sur une étape comme ça, il fallait même pas un rapport de 1. C'est-à-dire qu'il fallait même pas 34-34, il fallait 34-36. Être tranquille, pouvoir monter sans... dans la gestion de l'effort, c'est ça. Énergétique au niveau musculaire, elle est énorme quand tu es entre 50 et 60. Et en plus, si tu es pas entraîné et que tu es en surpoids... c'est zéro plaisir. Oui. Zéro plaisir. Pas pris de plaisir. Ça, il y en a plein. En plus, il faisait chaud. Enfin bon, c'est... Comme souvent sur l'étape du Tour, on a toujours eu... T'as la totale, quoi. Et alors, maintenant qu'on a vu l'utilité, qu'est-ce qu'était la FTP, l'utilité de la FTP, moi, je pense aux gens qui nous écoutent en disant, ça, c'est bien, moi, tout ça, je connaissais, voilà, mais j'aimerais l'augmenter. C'est-à-dire, j'aimerais que ma FTP, qui est à 320, 350, 360, 240, augmente. Qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est marrant parce que j'ai eu des demandes comme ça cette année. J'ai eu des gens qui m'ont appelé, ils voulaient leur seul... Objectif, c'était la FTP? C'est même pas un objectif, leur seule envie, c'était d'augmenter leur FTP. Comme quoi, cette valeur-là, elle est importante, mais en même temps... Elle est rentrée dans la culture du vélo. Mais tu sais que si tu augmentes... Alors que comme je viens d'expliquer, c'est quand même... Faut être prudent. Faut attention avec ça, ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je fais le lien avec plus ta puissance, ta FTP ou ta puissance critique est élevée, moi, je pense au confort sur le vélo. C'est-à-dire que tu vas te faire plaisir. Je parle pas de performance. C'est-à-dire pour moi, augmenter ses FTP, c'est pas être performant. C'est juste, je vais faire une sortie, je me sens bien sur le vélo. Je ne subis pas un 3, 5%, 7%. Je suis bien. Je gère mon évolution, je gère ma vitesse, je prends du plaisir. Pour moi, c'est associé à ça. Si tu reprends la définition, c'est aussi, plus elle est haute, plus tu peux rouler vite sans prendre dans tes réserves. Donc forcément, c'est lié. Voilà, forcément, là, ça veut dire que sur une course de vélo, tu peux faire une échappée en prenant des relais plus forts, tu peux attaquer plus longtemps, tu peux partir tout seul sans avoir peur de craquer. Oui, donc forcément, ça a l'intérêt. Sur une cyclo, ça veut dire aussi les cols. Un col, c'est entre 1 heure et 1 heure et demie. C'est-à-dire que tu montes plus vite un col. Oui, complètement. Et quand tu rajoutes 10 watts sur une pente à 7% de moyenne, ça fait quelques minutes quand même. Ouais, moi, c'est ce que je fais quand on fait des sorties en social ride. Généralement, j'attaque à 40 km de l'arrivée. Non, je rigole. C'est combien ta FTP? Tu l'as alors, la dernière fois que je l'ai mesuré, j'étais à 320. D'accord, mais le max, ça fait je n'ai aucune idée. Honnêtement, quand j'étais à haut niveau, j'ai jamais, quand t'as fait le record de l'heure, tu n'avais pas mesuré tout ça? Non, j'étais copulse à cette époque. Ouais, donc c'était une autre génération. Ouais, mais c'était dans les années 2000, non? Ouais, mais j'avais pas... Depuis un moment. Mais j'avais pas l'entraîneur pour ça, j'avais pas l'équipement pour ça. J'avais la volonté de le faire, mais j'avais pas les moyens pour me permettre d'avoir une préparation optimum. Donc non, la dernière fois que je l'ai fait, je te dis, je trouve ça très exigeant de faire, de mesurer ta FTP1. Parce que tu disais qu'une heure tout à l'heure, c'est difficile psychologiquement d'être à bloc pendant une heure, mais même 20 minutes, il faut vraiment être mentalement frais, disponible en te disant, je vais m'engager pendant 20 minutes et j'ai le sang dans la gorge pendant 20 minutes, quoi. Et la dernière fois que j'ai trouvé le courage de le faire, c'était juste avant que je me casse le bras, donc c'était en février 2024, et j'étais à 321 ou 325, quelque chose comme ça. Et là, je pense que j'ai à peu près retrouvé mon niveau. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que l'engagement mental que ça nécessite, c'est important. Il faut être frais. Et du coup, moi, c'est pas quelque chose que je fais faire souvent. C'est pour ça que des fois, j'ai des fenêtres. Et là, j'y vais. Mais je sais que c'est important. Je sais que c'est important d'avoir cet élément-là quand tu prépares les choses et que tu vas avoir un problème. En fait, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que si tu fais tes FTP, c'est dans l'objectif ou dans le projet derrière d'avoir un accompagnement
qui va te permettre de cadrer ton entraînement. Avoir la FTP, pour avoir la FTP, tu fais tes FTP, je pourrais dire 360, 240. Si t'as pas de programme derrière, à quoi ça va te servir? Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que tu es à ce stade-là, mais je pense qu'il faut, quand tu t'engages dans ce process, c'est dans l'objectif d'avoir un projet derrière. Donc je reviens justement sur ma question, c'est comment je l'augmente en fait? Quel travail je dois faire pour augmenter mes FTP? Et est-ce qu'elle s'augmente rapidement ou est-ce qu'il te faut des années pour gagner 30 watts? Alors pour l'augmenter, tu utilises la méthode de l'intervalle training. Donc la fameuse. C'est assez simple. Hein. En gros, tu vas imagine que pour l'instant tu la tiens sur 30 minutes à 300 watts. Tu vas découper ces 30 minutes un peu au-dessus des 300 watts. On va dire par exemple à 310, 315. Donc tu vas au lieu de faire 30 minutes, par exemple, tu vas faire 3 fois 10 minutes et les 10 minutes, tu les as coupées en 2 minutes, 1 minute, par exemple. 2 minutes FTP à 315, 1 minute en contre-exercice au seuil aérobie, pas trop bas, mais juste pour continuer à avoir une sollicitation et pas entraîner une récupération totale. Tu vas faire ça, tes 3 en repos, tac, et tu vas faire au début 3 séries, donc 30 minutes, donc ça va être plutôt facile. Puis après, tu en mettras une 4e, 40 minutes, et puis tu pourras faire 6, et puis après, tu allongeras les temps. Au lieu de faire 2 minutes, 1 minute, tu vas faire 4 minutes et 1 minute, et tu vas augmenter. Au lieu de faire des séries de 10 minutes, tu feras des séries de 15, de 20, tu feras 3 fois 20, 2 fois 30, 3 fois 30, 30 minutes. Et ça va permettre de l'augmenter. Et petit à petit, ton corps va s'adapter à ce type d'effort. Et quand tu referas ton test, il sera adapté. Mais ça, c'est ce principe-là, en fait, il est universel pour tout ce que tu veux développer. Donc ça c'est la première partie. Après, la deuxième partie, c'est adapter ton alimentation. Voilà. On sait aujourd'hui, et ça, il faudra qu'on fasse un épisode d'ailleurs sur ça, que la consommation de glucides permet de maintenir plus longtemps ce type d'effort. D'accord, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut consommer jusqu'à 120, 150 grammes. Ça a beaucoup évolué aussi. Par heure. On parlera de tout ça parce que moi, j'ai beaucoup de réserves face à tout ça. Mais aujourd'hui, on sait, si on parle purement de performance à l'instant T, que ça fonctionne. Donc, ça veut dire qu'il faut... Oui, à l'instant T, tu précises, pas dans la durée. À l'instant T. 10 ans, j'en sais rien. Voilà. Et personne ne sait. Mais aujourd'hui, donc ça, c'est un entraînement spécifique. Il faut entraîner l'intestin, ça se fait pas du jour au lendemain. Je passe pas du jour au lendemain, parce que la plupart des cyclistes... Dans l'absorption, c'est-à-dire que tu passes... Les cyclistes mangent rien sur un vélo. Oui, c'est vrai. La plupart, donc ils sont à 20 grammes. La plupart, ils partent... 30 grammes. Alors, 30 grammes, c'est les mieux, hein, mais 20 grammes par heure. Donc aujourd'hui, si tu veux passer de 20 grammes à 120, si tu fais ça du jour au lendemain, tu vas face à un mur. Non, mais quand tu dis la plupart des gens, c'est généralement des pâtes de fruits. Moi, c'est ce que je vois, pâtes de fruits ou barres de céréales gerblées achetées à Monoprix. C'est que dalle. Et la qualité de la calorie n'est pas la même de ce que tu parles, La quantité de glucides est probablement, en fait. Qui est probablement du gel maintenant, du hydrogel, qui est quand même... Ou de la boisson, tout simplement. Ou de la boisson. Le mieux, c'est les boissons. En plus, maintenant, il existe des boissons où tu peux doser à 60, 80 grammes par bidon. Donc, tu peux, voilà, c'est très facile de monter. Oui, mais c'est un autre sujet. Mais le bidon, tu le bois sur 1 heure, 1 heure et demie. Alors que le gel, c'est les 80 grammes ou les 60 grammes direct, en fait. Et l'absorption se fait beaucoup plus rapidement. Mais je reviens sur l'intervalle training. Quel est l'impact d'un intervalle training long et d'un intervalle training court? Quand je dis long et court, c'est est-ce que mes séries, je les fais des accélérations de 15 secondes, 30 secondes, ou est-ce que je fais des efforts soutenus de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, un repos, et je recommence 2 minutes? Là, l'objectif, c'est d'augmenter le temps de soutien à cette intensité-là. C'est d'augmenter ou d'augmenter la valeur sur 1 heure. Donc forcément, ça sera du long. Parce que si tu fais du court, c'est pas le même objectif. Le court, c'est beaucoup plus adapté pour développer ton VO2 max, ton volume d'oxygène maximum. Ça, c'est beaucoup plus adapté. Aujourd'hui, la science, elle a montré que les intervalles longs pour faire le VO2 max avaient moins d'impact, pour faire des séances de PMA, avaient moins d'impact dans le développement de VO2 max que des intervalles courts. D'accord ? Mais là, c'est pas ce qu'on veut. Là, on veut tenir 1 heure à une certaine intensité. Donc, du coup, forcément, c'est des intervalles longs. Et les intervalles longs, ça peut être vraiment long. C'est-à-dire qu'au début, tu vas voir, c'est difficile de tenir 3 minutes. Mais après, dis-toi que tu vas peut-être aller à 8 minutes, 9 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et ça, tu le répètes combien de fois par semaine? Pas plus de 3 fois par semaine. C'est déjà énorme, hein. Mentalement. Mais je parle au mental. Attends. Là, j'ai pas fini. Pas plus de 3 fois par semaine si tu t'entraînes 5 à 6 fois. Ouais, voilà. Okay. Si tu t'entraînes 3 fois à 3 fois. Voilà. Si tu t'entraînes que 2 à 3 fois, 1 fois, c'est bien.
Une fois, 2 fois. Mais déjà, il faut un engagement mental parce que c'est des séances qui sont courtes. Hein, tu pars pas t'entraîner 4 heures, mais par contre, il faut de l'engagement. Je pense de tout, c'est les plus difficiles. Parce que c'est long. Parce que c'est des séances longues, enfin des temps de soutien longs. Mais par séances de PMA, c'est dur parce que c'est intense, mais au final, c'est plutôt court. Mais sur l'engagement mental, là, c'est dur. Parce que quand tu te dis, je pars sur une séance de 2h30, et sur les 2h30, je vais fractionner pendant 1 heure au-dessus de ma FTP pour l'augmenter. Alors, le gros avantage, c'est que ça passe vite. C'est des sorties qui passent vite parce que tu es tellement focus et concentré. C'est structuré, passe vite. Ouais. Tu es tellement concentré sur ton chrono que tu respectes tes séances et c'est vrai que ça passe vite. Par contre, là aussi, je trouve que quand tu fais de l'intervalle dans ce cadre d'augmenter tes FTP, les résultats sont plutôt rapides. Alors, tu vas peut-être me dire que moi, je te parle de mes sensations. J'ai l'impression que quand je m'engage et que je fais de l'intervalle, parce que j'en ai fait, voilà, et que des fois, je suis pas très très bien, je me sens pas très bien, mais que par contre, je fais mon intervalle parce que c'est prévu dans mon programme, je sais que la semaine d'après ou 15 jours après maximum, je ressens les effets. Alors, est-ce que c'est uniquement du feeling et de la sensation et que les datas, c'est pas du tout ça. Ma question, c'est est-ce qu'on peut augmenter rapidement sa FTP en se lançant dans un programme? Est-ce que c'est au bout de 15 jours que tu vas sentir des premiers effets ou alors c'est que du feeling? Ou est-ce qu'au niveau des datas, tu vas vraiment ressentir les effets de ton programme au bout de 2, 6 mois, 2 ans? Enfin voilà. C'est quoi est-ce que les résultats sont mesurables rapidement? Alors, la majorité des gens qui nous écoutent, je dirais, pour la majorité des gens qui nous écoutent, je dirais oui, pour la simple raison, comme toi, la majorité du temps, tu vas faire du vélo pour faire du vélo, sans structuration dans ton entraînement. Ouais. Donc forcément, à partir du moment où tu structures, les progrès, ils sont très rapides. Par contre, si quelqu'un nous écoute, fait du vélo depuis qu'il a l'âge de 8 ans, et que depuis 8 ans, il a structuré tout autour de son entraînement, et qu'il est aujourd'hui, il a 24 ans et qu'il est au Tour de France, les gains, ils sont pas les mêmes. Voilà. Les gains de l'entraînement, ils sont très minimes. Très minimes. Ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on considère que maintenant, qu'à 18-19 ans, un cycliste, il a atteint quasiment son plein potentiel. Ouais, on pourrait presque faire Alors qu'avant, nous, à notre époque, on disait que c'était entre 23 et 24. Aujourd'hui, c'est bien plus tôt. Ouais, quand tu vois les grandes stars, les premiers tours, quand tu vois le plan, le projet qui est mis autour de Paul Sexas à horizon 2030, alors qu'il a 18 ans et une pression incroyable sur les épaules. Mais oui, je peux comprendre. Donc ça, c'est intéressant de dire aux personnes qui nous écoutent, si demain, vous avez envie de mesurer votre FTP, on vous a expliqué l'utilité, on vous a expliqué aussi comment vous y prendre pour la mesurer. Et là, on vient de vous dire qu'effectivement, si vous vous lancez dans un cadre de préparation, rapidement, vous allez sentir les effets, vous allez vous sentir beaucoup mieux sur le vélo, sans parler de performance, de compétition, juste de bien sentir. Et après, si on est sur de la compétition, là aujourd'hui, le cyclisme c'est tellement structuré que les gens qui nous écoutent et qui font de la compète, je pense qu'il y a bien longtemps, qui suivent déjà un programme. Et ma question suivante, Loïc, c'est est-ce que la FTP, alors c'est peut-être une question ridicule, hein, mais le ridicule ne tue pas, comme on dit, est-ce que la FTP est la même si je fais du cyclocross, si je fais du VTT, si je fais de la piste, si je fais de la route? Est-ce que l'utilité ou l'intérêt de la FTP, une FTP, elle est universelle, ou si tu fais de la piste, ta FTP, elle va plus être haute ou faible, ou voilà. Alors sur la piste, c'est la même, je vois pas la différence. C'est-à-dire, vu la spécificité des disciplines, sur toutes les disciplines, ça serait pareil. Simplement, il y a des caractéristiques dans chaque discipline qui vont amener des stress supplémentaires. Sur la piste, il n'y en a pas, on va dire. Je pense que c'est la même chose. Par contre, en VTT et en cyclocross, l'aspect technique, l'aspect de la nécessité de se concentrer sur la sollicitation cognitive, c'est ça que je cherchais, le mot. La sollicitation cognitive par l'aspect technique, par l'équilibre, la proprioception, par les stimuli divers et variés sur le profil du chemin, font que la fatigue peut arriver plus vite. C'est-à-dire que, en gros, si vous avez une FTP de 300, au lieu de la tenir 1 heure sur un cyclocross, peut-être que vous ne tiendrez que 45 minutes parce qu'il y a une fatigue nerveuse qui va suppléer la dépense énergétique.
Et un pistard, peut-être qu'un pistard, sa FTP peut être de 250. Par contre, sa puissance maximum peut être de 2005. Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Voilà. 2005, je sais. Parce que je parle non, mais un exemple, mais un pistard, il peut pas soutenir un effort d'une heure. Ça n'a aucun intérêt pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Un pistard ne peut pas. Ah oui, non, mais complètement. Ça n'a aucun intérêt pour un pistard qui va faire un sprint, qui fait du sprint en plus du court, de soutenir un effort à 350 watts, par exemple, 300 watts. Pendant une heure, ça n'a aucun intérêt. Par contre, il a peut-être une FTP de 180, mais par contre, quand il envoie du lourd, lui, il va être capable de monter en puissance maximum à 2000, tu vois, ou à 1008, j'en sais rien. Mais c'est ça que je voulais, en fait, c'est le rapport que je voulais dire entre les différents sports. Ah, d'accord, oui. Donc, oui, bah alors oui, forcément, plus dans votre discipline vous faites des efforts longs, plus vous avez votre FTP sera élevé. Et d'ailleurs, les pistards, je pense que c'est même pas un bon indicateur pour eux. Ouais, les spécialistes de poursuite, ils sont déjà plus à même d'avoir ce type de valeur. Parce que c'est 4 km. Enfin, Mais en réalité, hein, ceux qui ont les plus grosses VO2 max et les plus grosses capacités de produire un effort sur une heure, c'est les grimpeurs. C'est les grimpeurs. Ben ouais, parce que c'est l'effort typique du grimpeur, en fait. Est-ce qu'Aleni Martinez, par exemple, on connaît Ben là, il a monté... je pense qu'il doit... Ouais, alors là, il a monté... Parce que c'est un petit gabarit, hein, c'est vraiment un petit gabarit. Il a monté au Tourmalet à 400 watts étalon. Donc là, il doit faire 50 kilos, donc ça doit faire 350 ou 340 watts sur la montée. Ouais, c'est un peu moins d'une heure. Mais bon, tu vois, donc je pense que sa FTP en rapport en poids étalon, elle doit être peut-être à 430, 450. Et tu disais, les cyclistes, plus ils font un sport d'endurance, plus leur FTP est élevé. Donc forcément, je pense au cyclisme ultra-distance. Ça veut dire que les cyclistes ultra-distance ont une FTP très élevée. Comment ça se passe pour l'ultra? Alors l'ultra, c'est différent parce que la qualité la plus importante dans l'ultra, c'est pas la FTP, c'est le premier seuil ventilatoire. C'est tes capacités aérobies, d'endurance. Donc en fait... Donc il n'y a aucun intérêt pour un cycliste ultra-distance de mesurer une FTP. Non, parce qu'en fait, la valeur qui fait qu'un ultracycliste sera fort, c'est dans sa capacité à utiliser les lipides pour produire l'énergie. Voilà. Et si on dépasse le premier seuil ventilatoire, par principe, c'est là où tu consommes le plus de glucides. Sauf qu'en fait, quand tu fais de l'ultra, tu pars faire du vélo, je parle même pas des distances au-delà de 2000 km, mais juste 1000 km ou 500. Quand tu vas faire du vélo plus de 24 heures, 48 heures, tu vas pas consommer des glucides... non, indéfiniment. Indéfiniment. C'est pas possible. Donc en fait, le seul moyen de continuer à aller vite, c'est dans ta capacité à utiliser tes lipides qui sont stockés. Donc en fait, ce premier seuil, plus il est haut, plus ta capacité d'utiliser les lipides à watts donnés est importante, et plus tu iras vite longtemps. Et ça, c'est la stratégie numéro 1 à mettre en place. Très intéressant. Encore une fois, tu peux pas déterminer ce seuil-là à partir de la FTP avec précision. Tu peux pas. Ouais, intéressant. Et sur la FTP, quelles sont les erreurs que toi tu peux constater autour de la FTP? L'estimer et que l'estimation soit fausse. Donc en fait, les gens ils progressent pas. Donc ça veut dire moi j'en ai eu plein des comme ça. Ça veut dire en fait, que soit la FTP était de temps, je ne progresse pas. Bah ouais, mais en fait, elle était 20 watts au-dessus. Donc en fait, tu peux pas progresser parce que tu t'entraînes toujours au-dessus. Et c'est pas possible en fait. C'est comme si quelqu'un me dire je veux courir un marathon en 2 heures, en 3 heures alors qu'il a la capacité de courir en 4 heures. Il peut s'entraîner à courir en 3 heures, mais il pourra pas en fait le faire en 3 heures. Donc la première erreur que toi tu constates, c'est de travailler sur un indicateur, une FTP qui est obsolète, qui est pas la bonne. Et là, ça fausse tous tes trucs. Exactement. Donc d'où l'intérêt de le faire peut-être 3 à 4 fois par an, effectivement, pour avoir des zones, ou en tout cas un indicateur vraiment précis. ton test 20 minutes, mais par contre tu vas le corréler à l'extérieur dans un col sur 1 heure et tu vois si ça correspond. Au moins, tu vas voir cette puissance-là, combien de temps tu l'attends, mais tu la tiens. Mais ça, mentalement, il faut être engagé. Soit tu utilises d'autres valeurs qui sont comme l'intensité critique qui là te donneront avec beaucoup plus de précision. Et encore mieux, c'est de mesurer directement via la lactatémie,
donc des tests de lactate, ce seuil-là. Bon, là, on rentre dans des considérations un peu plus de performance, mais là, on a une mesure beaucoup plus directe de ce fameux seuil lactique, et là, on peut déterminer cet FTP qui est souvent un peu au-dessus. Et là, dans la continuité des erreurs, peut-être plus des conseils, mais est-ce que la FTP en fait se manage en fonction du plat, d'une descente, d'une montée? Par exemple, quand tu es en descente, c'est beaucoup plus peut-être difficile d'être à ta FTP que quand tu es en montée, parce que là tu forces forcément sur le plat. Est-ce que la FTP, je veux dire, elle est comment jouer avec ce seuil en fonction justement du dénivelé, enfin pas du dénivelé, mais de la pente négative, pente positive, le plat. Comment tu peux jouer avec ça? Est-ce que 300 watts sur le plat, c'est équivalent à 300 watts en montée ou, c'est voilà. la même chose. C'est la même chose. Bon, en descente, c'est trop difficile. C'est dur parce que déjà il faut ça peut être dangereux même. Pédalage, enfin il faut la cadence, pour le braquet, il faut élever. Voilà, c'est bon, ça on met de côté. De toute façon, on fait pas de différence dans une descente. Tu vois, quelqu'un qui fait 60 kg qui veut descendre aussi vite que moi, il peut y aller. Hein. Moi, j'ai pas à pédaler dans sa roue. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, voilà. Je vais devoir freiner pour pas mais en montée ou sur le plat, en fait, tout dépend ça, c'est purement stratégique. Si tu pars, que t'es tout seul et que derrière toi il est tout seul, que ce soit sur le plat ou en montée, c'est la même chose en fait. Alors, en plus, il jouera l'aérodynamisme, donc ça pour FTP équivalente, ça c'est intéressant. Celui qui sera plus aéro, il sera meilleur. L'aéro, on entend de plus en plus parler de l'aéro. Par contre, en montée, voilà, la vraie différence, elle se fait en montée, parce que là, c'est mano à mano, quoi. Si la pente, elle est au-dessus de 6%, voilà. Même si tu es dans la roue à 6%, l'aspiration, elle est quand même pas. Après, tu peux être vite à la rue, oui, ça c'est vrai. Hein? Après, tu peux être vite à la rue avec 6% au-dessus de TFTP sur un col qui fait 15 bornes ou 20 bornes. Ça, c'est sûr. Merci pour tous ces conseils, Loïc. Si on pouvait résumer, ou en tout cas, quel serait le dernier conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui s'intéresse à la FTP, tu vois, qui découvre la FTP ou qui avait entendu mais qui savait pas trop comment l'utiliser? Donc, petit punchline, alors. Tu peux faire un punchline à la JP. Mais n'utilise pas la FTP, mais utilise la puissance critique. Donc, pour toi, c'est la puissance critique qui fait foi. Oui. Et puis, si tu veux vraiment utiliser la FTP, va la vérifier en conditions réelles. Si ça se rapproche de la réalité. Très bien, c'est noté tout ça. On fera un épisode alors sur la puissance critique dans la continuité justement de la FTP dans les semaines qui viennent. Tout ce qu'on peut, enfin en tout cas ce que je peux vous dire en résumé de cet épisode, c'est que la FTP, on vous expliquait quelle était sa fonction, son utilité, comment est-ce qu'on pouvait l'améliorer. Mais en tout cas, voilà, tout commence déjà par avoir le bon matériel pour mesurer et ensuite déterminer justement les zones dans lesquelles vous travaillez, puisque mesurer ces FTP, c'est aussi s'engager dans un process de préparation d'entraînement, sans parler de compétition, juste pour se sentir bien sur son vélo, puisque sur le podcast Tous en selle, comme pour le festival, on s'adresse vraiment à tous les cyclistes et non pas uniquement ceux qui font de la compétition, mais c'est aussi intéressant d'être bien sur son vélo, c'est un impact sur le mental, et si c'est un impact sur le mental, ça vous permettra de passer des journées beaucoup plus agréables. En tout cas, un grand merci Loïc pour tous ces conseils. Merci à vous. À très bientôt pour un nouvel épisode du podcast avec Loïc, où on traitera le thème de s'entraîner quand on a très peu de temps. Voilà, quelles sont les astuces pour s'entraîner avec très peu de temps dans la semaine, dans le week-end. On vous donnera tous ces conseils-là. Un grand merci, puis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Tous en selle. Merci. Merci.